Tu m'as tout de suite plu quand j'ai vu ton profil sur Bumble. Moi aussi. Et j'ai senti que le feeling allait passer direct. J'avais l'impression que tu mettais 3 heures à répondre pourtant. Mais je faisais pas exprès, j'étais occupée. Mais on a quand même bien fini par discuter. Et je me disais, ah bah enfin! T'envoyais des pavés en plus. J'avais envie de papoter. Puis j'aime bien le fait que ce soit les femmes qui fassent le premier pas, ça change. Moi aussi j'aime bien. Du coup, c'est moi qui décide quel ton va prendre la discussion. T'as pensé quoi quand on s'est vu en vrai pour la première fois ? Que t'avais la même tête que sur les photos, que t'étais plus grande aussi. Puis t'avais l'air plus sympa en vrai, plus chaleureuse. J'avais trop peur que tu me reconnaisses pas. Moi aussi. Mais j'étais sûr que ça allait bien se passer en vrai, ça se sentait sur ton profil. Les centres d'intérêt et tout. On avait trop de points communs en vrai. Franchement, j'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un qui me ressemble autant. Moi non plus. C'est Kenza de Louis. Et j'ai rencontré Maxime sur Bumble, l'appli où les femmes font le premier pas. On vous en dit un peu plus à la fin de cet épisode. Bonne écoute. Louis. Jour 1er. Le 10 avril 1915, dans les tranchées de la Grande Guerre, le poète Guillaume Apollinaire écrit à l'amour de sa vie, Louise de Coligny-Châtillon. « Il faut que je reçoive, ô mon loup, la mesure exacte de ton doigt, car je veux te sculpter une bague très pure dans un métal d'effroi. » Sur cette bague, fabriquée avec un éclat d'obus, il fait graver ces mots « Guy aime Lou ». Le poète meurt 3 ans plus tard. Lou portera cette bague jusqu'à l'usure. Guy, Lou. Parfois un simple diminutif suffit. D'autres usent, abusent de tendres surnoms. 60% des Français selon un sondage. Mon cœur arrive en tête de cortège, devant tout un florilège de mots caresses, gourmands ou bestial. N'est-ce pas mon chaton ? Je suis Camélia Jordana, mais aussi Adèle, l'héroïne d'Irrésistible. Dans cette série romantique disponible sur Disney+, mon personnage imagine la maladie d'amour, un podcast qui mêle témoignages amoureux et analyse scientifique. Ce podcast, il prend vie dans vos oreilles aujourd'hui, avec de vraies histoires d'amour. Dans cet épisode, les fragments d'un discours amoureux qui traverse les océans et pourquoi pas toute la vie. On va trouver le café et moi je demande un chocolat chaud et je vois que Simone commence à écrire sur une serviette en papier « Est-ce que tu veux être mon plan A ? Oui ou non ?» J'ai 32 ans, je suis colombienne. J'ai connu quelqu'un quand j'avais 15-16 ans. Et pendant une très longue période de ma vie, on a été ensemble. J'ai eu une espèce de divorce. C'est un moment de ma vie où il y a plein de changements. Alors, je suis au Costa Rica parce que je voulais être seule, au milieu de la nature, pour savoir qui je suis là maintenant. C'était 10 jours pour faire de la randonnée avec 60 personnes que je connais pas. C'est un lieu extraordinaire. C'est juste en face d'un volcan. Alors, on était dans une maloca. C'est une structure circulaire qui n'a pas de mur. On dormait, on mangeait, on parlait, on faisait tout dans cet espace. Alors, dans ce voyage, une de ces 60 personnes qui sont là, il y a une qui est particulièrement intéressante qui s'appelle Simón Salinas. Donc lui, il est colombien, il a 36 ans et il habite en Australie. Il habite à Melbourne. Il avait divorcé aussi il y a 4 ans et tout le temps, il posait des questions sur les relations humaines, sur la sexualité. Il se demandait tout le temps comment utiliser toute cette énergie sexuelle pour créer d'autres choses. Et moi, je ne faisais que rigoler. Je me disais, mais ce mec-là, qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi il est aussi obsédé avec les relations humaines ? Je ne comprends pas. Mais je pense
qu'il est très courageux parce que toutes les questions qu'il pose, ce sont des questions que moi j'ai, mais que je ne pose pas ouvertement. À un moment donné, dans une de ces randonnées, on nous propose un exercice et on nous dit tout le monde a quelque chose à offrir et tout le monde a quelque chose à accepter. Moi, je dis, je veux faire des massages. Et donc, Simone, qui est là, se dit, ouais, moi, je veux un massage. Et on commence à avoir des conversations sur qu'est-ce qu'on veut d'une relation, des questions philosophiques ou des questions pratiques de qu'est-ce que c'est vivre dans le monde. Et on est là, nus, avec un type savant. Je le vois comme un ami. Lui, il habite à Melbourne, moi j'habite à Bogota. On était 60 personnes, donc c'était un peu compliqué de faire quelque chose ou d'avoir un tout petit peu d'intimité. C'est quelqu'un avec qui je sens que je peux être nue, pas seulement physiquement, mais avec qui je peux vraiment échanger, avec qui je peux être transparente parce que je ne vais jamais le revoir. En fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que leur première vraie conversation qui va aborder le sujet du couple, Julie Neveu, elle se passe dans un contexte où il n'y a pas de risque par rapport à ce qu'on veut paraître. Il n'y a aucun enjeu de séduction qui préside souvent en première conversation dans une relation amoureuse. Linguiste. On essaie de paraître séduisant, on a peur que l'autre ne nous désire plus, nous-mêmes on éprouve du désir. Toutes ces forces-là, ce sont des vecteurs en fait presque de paralysie de la parole. Elles la rendent beaucoup plus compliquée en fait. Donc là, il y a ce premier échange qui permet de poser des bases de conversation. Elle dit tranquillement, elle dit transparence, qui est très intéressant parce qu'en fait, souvent, les premières conversations donc d'une relation qui serait de type amoureux sont précisément pas transparentes. Elles sont opaques parce qu'en fait, il y a du désir. Elles sont encombrées des corps, encombrées de ce qu'on voudrait que l'autre perçoive de nous. Donc, je distingue 4 phases qui, typiquement, sont dans cet ordre-là, mais ça dépend des gens, hein, qui sont la phase que j'ai appelée l'amour fantasme, où on pense beaucoup à l'autre en imaginant ce qu'il est, qui n'est pas forcément ce qu'il est réellement. Après, la phase que j'ai appelée l'amour fusion, où il y a le dialogue érotique et amoureux, il n'y a plus que toi et moi, on utilise beaucoup des pronoms. Et puis après, il y a la phase de l'amour possession, où il y a une familiarité très grande, et c'est souvent l'espace conjugal, où on voit qu'on rebaptise l'autre. Voilà. Et puis il y a la phase de l'amour figé, où on commence à n'être que le rôle qu'on joue dans le couple, et où on décrit beaucoup l'autre dans des descriptions qui ne sont pas toujours des descriptions positives. À la fin du voyage, moi, je reviens à Bogota et Simone décide de rester au Costa Rica pendant quelques jours. Mais sa famille est à Bogota. Et donc, il me dit, écoute, dans une semaine, je viendrai à Bogota. Donne-moi ton numéro de téléphone, si tu veux, ou ton Facebook. Et alors, il disparaît. Pendant une semaine, moi, je rentre à Bogota. J'avais un nouveau appartement. Et j'étais dans le processus d'acheter le lit, d'acheter tout un tas de choses. Et une semaine plus tard, je reçois un message. « Coucou Catalina, c'est Simone, je suis à Bogota. » Et je dis « Ah, mais c'est génial, oui, bien sûr, quand est-ce que tu veux, on peut se revoir. » Il me dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Je lui dis « Écoute, ce soir, je dois aller acheter le frigo. » Et donc, il me dit « Écoute, je t'aide. » Et donc, il est venu. Et ça a été la pire des soirées. Tu vois, tout était un problème. La personne n'avait pas préparé le frigo. Alors, un truc qui devait prendre 30 minutes. On est là 2 heures. Je le voyais comme un ami. Et je ne sais pas exactement pourquoi. À ce moment-là, quand il a fait ça, je me suis dit c'est quelqu'un avec qui je peux compter. Et donc, pour le compenser, je l'invite chez moi. Je peux te faire quelque chose pour dîner, pour te remercier. Je lui donne un massage, mais on n'était pas au Costa Rica. Et donc, le massage a fini finalement en une autre chose. Parce que c'était plus le Costa Rica avec 60 personnes aux alentours. Et donc, ça a été magnifique. On commence une relation qui est très différente, mais
On se dit, Simone va partir dans 1 semaine et c'est fini. Elle bascule dans une possibilité de relation sexuelle déjà. Et c'est intéressant une fois de plus parce qu'on voit bien que le sentiment se construit avec une représentation. Et donc là, en fait, voyant la gentillesse de Simone, c'est pas n'importe quel service, si vous voulez, c'est ancré dans une sorte de modèle de conjugalité, le côté le plus prosaïque et quotidien qui s'incarne dans vraiment le frigo. Là, la confiance s'établit et le sentiment se nourrit de l'idée, en fait. Elle se projette d'un coup, cet homme pourrait devenir le partenaire d'une vie, en fait, quotidienne, domestique, qui est représentée ici par le frigo. Et donc, c'est vraiment drôle de voir à quel point la relation amoureuse, c'est l'histoire qu'on se raconte, mais c'est l'histoire intime, c'est l'histoire fantasmée, c'est-à-dire que là, pour Catalina, il y a adéquation entre son fantasme d'un homme qui serait un homme de la conjugalité, en fait. Et c'est ça qui fait qu'elle s'abandonne. Avant que Simone va partir, je vais lui dire, écoute, je pense vraiment que tu es la personne de ma vie. Et lui, sa réponse, c'est, moi, ce sentiment et ce truc magique, je suis pas convaincue, je suis pas très sûre. Je pense que déjà dans toutes les conversations qu'on a eues, toi et moi, nous sommes sur la même page. Donc, ce que je te propose, Catalina, moi, Simone, c'est de continuer ces conversations. Moi, je voudrais savoir quelles sont tes valeurs. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses du mariage. Il a tué totalement. Il m'a dit, non, mais toi, tu ne rêves à rien du tout. Moi, c'est ça, j'aime ça, je veux ça. Qu'est-ce que tu veux? Et à partir de là, on peut avoir une conversation. Non, mais moi, je veux pas des discussions. Moi, je rêve. J'étais déjà en train de projeter. On va avoir 5 enfants. On va vivre à Melbourne, en face de la plage. Tu veux recevoir des messages là-haut, mais t'es parfaite. Je ne fais qu'en penser à toi et à nos rencontres. C'est ce type de discours complètement romantique, magique que je voulais recevoir. Et lui, il n'a que des questions. C'est terrible. C'est terrible. Je me dis, mais non, mais comment, si moi, je te considère que t'es parfait. Et toi, tu n'as que des questions. Il a complètement tué ce qu'on appelle le romance. Et je lui dis, il faut avoir une date pour se revoir parce que sinon, ça ne va pas marcher. Au bout d'un moment, il me dit, écoute, oui, on peut se revoir dans 2 mois. Donc, nous sommes en janvier. Et si on va se voir en mars, pendant ces 2 mois, moi, je vais faire l'effort de parler de ce que tu veux. Et alors, 16 heures de différence. Moi, je me lève tous les jours, 5 heures du matin. Et on commence des discussions chiantes comme tout. Première question, est-ce que tu veux avoir des enfants? Deuxième question, on est dans une relation qui est à distance. Et alors, on est polygame, l'exclusivité, sexuellement, quelles sont tes préférences? Mais qu'est-ce qu'il me... Mais je peux pas le croire, mais moi je veux me marier avec lui. Et voilà, de te dire, c'est ça ce que je veux. Sur qui nous sommes, pas seulement professionnellement, mais quels sont nos plaisirs. Et la 4e grande discussion, c'était les valeurs. C'est quoi la liberté? Et quand on commençait à parler sur les définitions qu'on avait de liberté, mais c'était une galère pendant des jours, 5 heures du matin, 7 heures du matin. Moi, je citais Descartes, je citais je sais pas qui, et il citait d'autres philosophes, mais des trucs incompréhensibles pour avoir des définitions comme un terrain commun pour construire notre quotidianité. On ouvre un document de Google Doc. On vient mettre des définitions et donc à la fin de ce processus, on va avoir une définition qui est commune et à laquelle chaque fois qu'on va avoir une discussion, on va faire référence. Pendant les premiers mois de notre relation, où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En Amérique latine, normalement, tu dois poser la question. Est-ce que tu veux être ma petite amie? Est-ce qu'on est en couple? Donc, il y a un moment où quelqu'un doit poser la question. Moi, je veux avoir cette conversation, mais la particularité de Simone,
c'est que même avant de se poser la question de est-ce qu'on est en couple, il veut avant se poser des questions pour savoir si on est compatible. À ce moment-là, on voit qu'il y a vraiment deux modèles de l'amour qui s'affrontent et qui sont vraiment très différents, et dont le modèle romantique que propose Catalina, où il y a le récit d'une histoire d'amour unique, en fait. Et on retrouve ce désir d'unicité dans la formule « tu es la personne de ma vie ». Donc j'étudie tous ces types d'expressions dans ce que j'ai appelé la partie de l'histoire d'amour où on parle le langage fantasmé, le langage fantasme, le moment où on imagine ce que sera l'autre. L'idée de définition que propose donc Simone la Catalina, c'est fascinant parce que définir, en fait, c'est vraiment, ça vient de l'idée de finir, de délimiter, de donner des limites. Donc on a un peu l'impression, que c'est un peu la fin avant le début. Il commence par la fin, c'est-à-dire il délimite, il balise les domaines, on va dire, par où le couple peut être mis à l'épreuve. Avec cette idée que la communication, c'est vraiment avoir un espace commun. Là, ils ont un espace commun qui est le document partagé. Il y a vraiment ce que je décris comme la fabrique d'un langage commun aux deux partenaires du couple. Fabrique essentielle et fondamentale qui fonde vraiment le couple, mais que j'ai jamais vu à ce degré-là, hein, c'est-à-dire de vérifier ce que l'autre entend par telle ou telle notion. Parce que c'est vrai qu'en général, on fonce dans le couple et puis on se retrouve à dire « Ah non, mais c'est ça que tu entendais en fait par liberté, c'était ça que tu voulais dire par fidélité ». Et donc là, ils font le travail en amont, le travail de définition, vraiment de délimiter. C'est assez fascinant. On se connaît à la fin de décembre 2015. Et en juin 2016, je vais lui rendre visite pour la première fois en Australie, à Melbourne. Mais on se voit avant à San Francisco et en Colombie. À ce moment-là, on n'était pas convaincus d'avoir une relation qui se projetait au futur. Et il y avait deux sujets où on n'avait pas un accord commun. Alors le premier, c'était si c'était soutenable d'avoir une relation à distance pendant plus d'1 an. Moi, je savais parfaitement qu'est-ce qui m'attendait en termes de papier et de visa. Alors Simone me dit, on va faire une pause, on va se détendre, je vais t'inviter au Dandenong, c'est une balade, juste 2 heures. Il a une super moto et je me dis, bon, d'accord, il fait moins 2 degrés, un truc comme ça, c'est hyper froid. 3 heures plus tard, 4 heures plus tard, 5 heures plus tard, et nous sommes complètement perdus dans la montagne. Il n'y a pas l'internet, il pleut, il fait moins 2 degrés, on ne sait pas où on est. Et alors, moi, je vois que le pauvre Simon, il commence à trembler, mais littéral, à trembler. Il me dit, non, mais écoute, je suis désolée, je ne sais pas où on est. Et je vois que t'as froid. Et alors, moi, je le regarde, je lui dis, bah écoute, c'est pas grave du tout. J'ai vu qu'à 1 heure ou un truc comme ça, il doit y avoir un hôtel. À ce moment donné, je vois que Simone ouvre ses yeux et me dit « Je peux pas le croire, tu n'es pas en train de m'engueuler, tu n'es pas furieuse, tu es juste là, tu me dis « Mais ça va, je veux juste être là avec toi. » On va trouver le café et moi je demande un chocolat chaud et je vois que Simone commence à écrire sur une serviette en papier qu'on était en train d'utiliser. Est-ce que tu veux être mon plan A? Je t'aime. Et après, il écrit oui ou non. Et il me file la serviette. Moi, je lis ce qu'il a écrit. Je commence à rire. Et j'écris oui. Et après, on commence à avoir un échange encore une fois écrit, mais cette fois-ci pas très sérieux. Est-ce que tu veux acheter une autre moto pour faire les vacances? Est-ce que... Tout un tas de petites questions sur le quotidien. Et à la finale, je dis oui, je t'aime et je veux être avec toi.
Donc 6 mois après avoir ces conversations très profondes et très importantes, il se dit, cette femme-là, je veux la voir dans ma vie. C'est un avant et un après la serviette. Là, on voit bien vraiment cette importance de l'écrit pour rassurer, imprimer, inscrire dans la durée, en fait, que les mots aient du poids. Et aussi, ce qui est très drôle, c'est la forme que prend cette conversation, donc non seulement par écrit, mais aussi le petit QCM. Les questions sont la façon que Simone a de converser, c'est-à-dire qu'il ne présuppose pas ce que l'autre va dire, mais a besoin sans arrêt d'ouvrir les possibles pour avoir des réponses. Sauf que le QCM, on remarque que c'est une forme quand même très particulière de poser des questions, puisque c'est quand même des questions qui orientent, des réponses sont orientées. Et donc là aussi, on voit même dans la forme que prend l'écrit le besoin de circonscrire encore, de donner seulement quelques réponses possibles. On pourrait dire, en fait, dans la vie, je sais pas vraiment, oui, j'éprouve quelque chose, mais je sais pas à quoi ça ressemble. Non, là, c'est oui ou non. Tu m'aimes, oui ou non. Et donc, d'habitude, en fait, typiquement, comme fondant la relation amoureuse, il y a l'échange du « je t'aime ». C'est seulement dans un dialogue parfaitement symétrique, « je t'aime, moi aussi je t'aime », que va commencer une relation d'amour. Donc, le langage est essentiel pour fonder la relation amoureuse. Et là, on voit que le QCM change ce modèle, quoi. Déjà, inclut le non. Comme si, dès le début de l'histoire, il fallait que Simone considère comme possible et matérialiser la voie alternative qui est « il n'y a pas d'histoire d'amour ». Ça change complètement l'histoire. Alors, on rentre à Melbourne. On est en train de faire du ménage. Moi, je suis assise sur le lit et Simone est en train de tout bouger. Il y avait des trucs sous le lit. Et il y a une petite boîte. Et donc, il ouvre la boîte. Il y a un anneau qui est en or et qui est colombien avec une émeraude verte. Moi, je suis assise sur le lit et il me regarde. Et moi, tu vois, je rigole un peu. Je dis, mais je peux pas le croire. Est-ce que tu es en train de me dire que tu veux te marier avec moi? Et il regarde la boîte, il regarde l'anneau. Mais non, mais c'est une boîte que je viens de retrouver. Elle était juste là, sous le lit. C'était vraiment une surprise pour lui de savoir qu'il avait une vague, qu'il ne savait même pas qui existait. Mais elle était là au moment où elle devait être là. Et je dis, bon, d'accord, c'est sur elle, on rigole un peu. Et le lendemain, je retrouve la boîte avec la serviette en papier. Et donc là, je comprends que c'est une surprise. Il a juste eu la chance de trouver un anneau sous le lit. Mais l'intention était là. Et depuis ce jour-là, l'anneau est avec moi. 2 jours plus tard, je vais rentrer en Colombie. Je vais avoir un anneau avec une belle émeraude et une clarté sur le fait que Simone, c'est mon mari ou c'est mon couple. Et finalement, après 6 mois, nous sommes tous les deux complètement convaincus qu'on veut avoir un projet de vie ensemble. Et après se dire oui, on veut être ensemble, il y a un lien affectif peut-être qui commence à s'établir. Et donc pour le coup, c'est mon amour ou mon petit chou. On n'utilisait pas du tout avant ce type de langage pour s'adresser l'un à l'autre. Et aussi, je pense que après ce moment, on a arrêté un tout petit peu d'écrire autant de choses. C'était plus l'oral, au quotidien. Ouais, salut mon amour, que t'es belle. Ouais. Elle devait être là. Alors là, elle utilise le type de vocabulaire du destin qu'on développe vraiment au début quand on décrit nos histoires d'amour et qu'on a justement besoin de fixer le sens, de réduire en fait, de dire ah oui, si j'éprouve ce sentiment d'amour si fort, c'est parce que il fallait qu'on se rencontre en fait. Et donc c'est vraiment drôle comment dans beaucoup de débuts d'histoire, on a tendance à interpréter comme si les dieux. Enfin oui, ça dépend vraiment de nos croyances,
dépasse nos cultures, mais enfin, il y a une force qui nous est extérieure, qui nous est transcendante, qui préside et qui a voulu pour nous cette histoire. Donc, on voit des signes partout. C'est ce que j'appelle l'hyper-interprétation au début des histoires d'amour. Toute la réalité ne fait que confirmer la nécessité de l'histoire d'amour pour elle. Là, on voit que l'oral succède à l'écrit. Et avec l'oral, donc arrivent ces marques de tendresse qu'on appelle hypocoristiques en linguistique, qui apparaissent vraiment au moment où l'amour est installé. C'est la phase de l'amour possession, mais possession dans tous ses aspects, c'est-à-dire l'autre devient quelqu'un qui nous est familier, donc souvent il y a des indices de désexualisation aussi, on va dire, on va donner des noms d'animaux, il y a beaucoup de métaphores, et qui prouvent le sentiment. Donc c'est vraiment un moment où le sentiment mène à rebaptiser l'autre, qui perd souvent son prénom au passage, pour se retrouver diminué, puisqu'on utilise des diminutifs, mon chaton, il n'y a plus le genre qui est indiqué, ça c'est très intéressant aussi, on va dire mon loulou indistinctement si on est un homme ou une femme, enfin donc toutes les caractéristiques qui ont causé le désir en fait disparaissent au profit d'une sorte de tendresse dispersée dans les petits noms qu'on se donne. L'amour dans les temps de la mondialisation, c'est aussi l'amour administratif. On décide de se marier au moment où on se dit il faut faire la démarche administrative pour le visa. Et donc du coup je lui dis écoute, peut-être si on arrête de penser au mariage seulement comme un papier, mais comme un rituel et vraiment un truc un jour de notre vie qui va être magnifique. Et donc pour le coup on se marie 3 fois parce que c'est tellement beau, c'est un moment tellement magique, c'est un moment où on peut raconter à toutes les personnes qui nous aiment, qui nous sommes, et de leur faire savoir un peu publiquement quel est le manifeste, pourquoi nous sommes ensemble, qu'est-ce qu'on veut faire. On a créé un Google Doc où on écrivait les définitions des valeurs. On a aussi commencé à écrire quelle était la mission et quel était l'objectif d'être en couple. Et donc, ce document qui, au début, était juste un brouillon, c'est finalement aujourd'hui un document qui s'appelle le Manifeste de Simone et Catalina, avec un titre et avec des parties et avec des sous-parties, ce qui est complètement fou. Alors, le manifeste, c'est l'inspiration d'où on va faire nos vœux en face de tout le monde. À la fin de chaque mariage, c'était très bizarre pour les personnes qui étaient là parce que on finissait toujours la cérémonie par dire si pour Simone et Catalina, il arrive un moment où ils considèrent que la relation ne marche plus, ils vont être suffisamment intelligents pour prendre la décision de divorcer et de ne pas continuer dans une relation qui est toxique. Dans ces définitions communes, on a aussi commencé à écrire quel était l'objectif d'être en couple. Mais pourquoi on veut être en couple ? On est tellement bien l'un sans l'autre. Nos vies sont déjà tellement incroyables l'un sans l'autre que c'est important de savoir quel est l'objectif. Pourquoi on veut être en couple ? Et donc, ce document est très important parce que chaque année, on vient ensemble, on le lit et on se dit, est-ce que dans notre quotidien, on est en train de faire ce qu'on dit ? Est-ce que finalement, cette mission et cet objectif d'être ensemble se respectent ? Est-ce que en termes de finances, on est où on veut être ? C'est pas seulement un contrat, mais c'est comme un plan d'action. c'est bizarre. Mais le couple, c'est un projet. Et à la fin de chaque année, on vient voir si on a fait ce qu'on voulait. Et donc, pour le coup, ce qui est plus important, c'est de nous demander chaque année si on veut continuer ensemble. Le degré de construction de l'identité du couple en tant qu'entité à deux, que représente le pronom « nous », est très très élevé. Et on voit aussi qu'il y a un besoin de publication auprès des autres. Et on voit combien une histoire d'amour se joue là aussi dans le récit qui en est fait et dans un récit qui est validé
par la société, ici l'entourage amical, l'entourage familial. C'est vraiment assez rare, je pense, ce degré de besoin de formalisation et de contractualisation de ce que c'est qu'une nouvelle identité qui sera celle que reconnaît chacun des deux partenaires du couple. Vous savez, en philosophie, la métaphysique, c'est pourquoi on est là, d'où on vient. Et donc la métaphysique du couple, c'est pourquoi le couple, à quoi bon être ensemble ? Est-ce que cette relation m'apporte suffisamment pour que j'y reste ? Ils ont tous les deux le courage de reposer la question au fondement du couple. Ça, c'est quand même rare. Or, c'est une question que les couples au long cours souvent oublient de se poser et qu'ils se rappellent dans la douleur quand ils s'aperçoivent que finalement ils sont insatisfaits d'une relation. Et là, de la prévoir dans le manifeste comme étant une des possibilités, de même qu'il avait inclus dans le QCM la réponse non à « est-ce que tu m'aimes ?», il y a une forme de très grande conscientisation de tout ce qui fait la raison d'être du couple, qui est l'inverse de l'inconscience avec laquelle la plupart d'entre nous vivons nos histoires d'amour. Alors, on se connaît en décembre 2015. On se marie en novembre 2018. J'ai reçu mes papiers le 20 février 2020. D'accord, c'est fait, on part dans 5 mois. Et le 11 mars, on annonce une pandémie mondiale. On a dû attendre 2 ans pour partir en Australie. Et finalement, en mars 2023, les frontières sont ouvertes et on décide de venir. Et donc voilà, nous sommes ici, nous habitons à l'heure actuelle à Melbourne, en Australie. Simon, c'est un homme qui est très sensible. En termes physiques, il est très beau, bien sûr, parce que je trouve qu'il est beau comme tout, il est beau comme le soleil. C'est quelqu'un qui vraiment s'intéresse à ce que les personnes qui sont autour de lui se sentent bien, mentalement et physiquement. C'est quelqu'un qui prend soin de son corps et c'est quelqu'un qui est très intelligent en termes émotionnels, de sentiments. C'est quelqu'un qui peut avoir des conversations très difficiles sans paniquer. Il n'a pas peur des larmes. Il peut voir quelqu'un pleurer pendant des heures. Il peut voir quelqu'un en rage et ne pas l'éviter. Il est quelqu'un qui est très présent. Donc, s'il fait quelque chose, il est là. S'il va écouter de la musique, il va vraiment prendre le temps pour écouter la musique. Moi, je peux faire 6 choses en même temps. Donc moi, je peux écouter la musique, je peux manger, je peux faire du vélo, je peux travailler, je peux parler avec toi en même temps. Et lui, il ne peut pas. Et donc, c'était très difficile de retrouver un peu d'harmonie. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a les bases pour pouvoir en parler ouvertement de ce qui nous embête. Normalement, on se demande tout le temps, au moins une fois par mois, comment tu te sens en termes de santé mentale et physique. Alors tes relations, elles vont comment ? Est-ce que tu es en paix, tu vois ? Parce que la paix pour nous, c'est plus important que n'importe quoi. C'est beaucoup plus important que le bonheur, la paix. Alors là, on voit la vivacité de l'amour éprouvé par Catalina pour son Simone. À la fois, elle a le langage que j'ai appelé le langage fantasme. Il est beau comme le soleil, avec des métaphores comme ça, radicales, vous voyez, où tout l'environnement, toute la lumière est changée. Et à la fois, elle a le discours qui fige un peu l'autre. C'est-à-dire qu'on dit, il est comme ci, il est comme ça. Et en fait, très souvent, c'est un moment où on va dire des choses plutôt critiques. Et qui empêche l'autre d'évoluer, en fait. C'est-à-dire, c'est le moment où notre connaissance de l'autre devient une façon de la caractériser, mais de façon définitive. Et là, on voit que c'est des termes amélioratifs, et donc c'est tant mieux, parce que c'est toujours un éloge, en fait. La façon dont elle fige l'autre, c'est pour servir mieux l'éloge qu'elle fait de lui. Mais aussi, voilà, j'essaie de montrer que parfois, la tendance même à décrire l'autre peut résulter en quelque chose qui réduit l'identité, dans laquelle on peut se retrouver à étouffer, en fait, dans une identité réduite, induite par le couple et l'interaction, où on se retrouve à être que ceci, cela, alors qu'en fait, c'est souvent le résultat d'une interaction où on a un comportement qui est dicté par ce que l'autre fait, en fait. On n'a pas d'enfants,
On est revenu sur ce sujet et la décision, encore une fois, a été que non. Pour l'instant, on ne veut pas, mais la décision est aussi de chaque année nous redemander si on veut avoir des enfants ou pas. Ça, c'est un sujet qui n'est pas fermé. C'est un sujet où on se permet de ne pas savoir, mais avec la possibilité de revenir à chaque fois, si quelqu'un le sent. Je trouve qu'on a une relation très authentique, où on est. C'est juste ça, on est. Je sais qui je suis, il sait qui il est, et nous sommes très heureux. Cet épisode de La maladie d'amour a été tourné et monté par Antonella Franchini. Jérôme Petit a fait la réalisation, Bénédicte Schmitt le mix, chargé de production, Margot Opinel. Le titre du générique La maladie d'amour a été écrit par Michel Sardou et Yves Desca, composé par Jacques Revaux, arrangé par Yuxek. La maladie d'amour est un podcast imaginé par Clémence Madeleine Perdria, coproduit par Louis Média et Jour Premier, tiré de la série originale Irrésistible, disponible dès maintenant en exclusivité sur Disney+. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous parlais tout à l'heure de Bumble, l'appli qui fait évoluer les mentalités sur le dating. D'ailleurs, chez Louis, on est plusieurs à avoir rencontré quelqu'un sur cette appli. Ce qui m'a plu chez Bumble, c'est de pouvoir prendre le contrôle de mon expérience. Je me suis sentie plus en sécurité et plus en confiance pour trouver une personne réellement compatible avec moi et construire la relation qui me convient, avec nos similarités, mais aussi nos différences. Bumble redéfinit les codes du romantisme pour que chacun et chacune puisse trouver une relation saine et équitable. Alors n'attendez plus pour faire le premier pas. À très vite!